J'ai fixé le lourd dossier en cuir posé sur la nappe en lin blanc, l'odeur d'ail rôti coûteux et de bœuf vieilli me rendant soudainement violemment nauséeux. Nous étions censés célébrer nos 2 remises de diplômes lors de ce dîner de famille privée. Mais mon père s'est levé, a tapoté sa lourde cuillère en argent contre son verre en cristal, et a prononcé l'ordre d'exécution. La famille est un empire, a-t-il dit, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, ses yeux fixés exclusivement sur mon frère aîné, Méric. Et Méric, tu es le prochain roi. Cette phrase a été un coup physique, une lente torsion d'un couteau dentelé juste entre mes côtes. Il venait de lui offrir 40% du capital de l'entreprise. Quand ma tante a poliment fait remarquer que je venais aussi d'obtenir mon diplôme après 5 années brutales où j'avais tout payé moi-même, mon père a simplement commandé le menu des desserts et a changé de sujet. Je suis resté assis là, dans un silence total, pendant 1 heure de plus. Puis, je me suis discrètement excusé. Je n'y suis pas retourné depuis. Le mois dernier, il a enfin supplié de savoir pourquoi. Laissez-moi vous dire exactement comment on démantèle un empire familial toxique de l'intérieur. Le restaurant était le genre d'établissement prétentieux où un seul steak coûte $80, et où les serveurs glissent dans la pièce comme des ombres silencieuses. La salle à manger privée était d'une chaleur suffocante, remplie du parfum floral lourd de ma mère Geneviève et de l'odeur écrasante d'une arrogance imméritée. Méric était assis au bout de la longue table en chêne, juste à côté de mon père Thaddeus, absorbant l'adoration absolue comme une éponge sèche. Sa fiancée, Deline, était assise à ses côtés, l'air insupportablement suffisant, ses doigts manucurés serrant fermement un verre de vin rouge importé. Ma mère prenait des photos sous tous les angles imaginables, son visage rayonnant d'une fierté aveuglante qu'elle n'avait jamais, pas même une seule fois, dirigé vers moi. Et puis, il y avait moi. Juste moi et ma petite amie Lyra, assis à l'extrémité de la table, près de la porte de la cuisine, parfaitement positionnés pour être entièrement ignorés. Thaddeus venait de passer 10 bonnes minutes à faire un discours retentissant sur le génie absolu de Méric, sur son dévouement inébranlable, et sur la façon dont l'entreprise familiale de distribution industrielle allait atteindre des sommets sans précédent. Avec Méric en tant que nouveau vice-président. Puis vint le cadeau, la grande révélation. Il a fouillé dans sa mallette en cuir et en a sorti ce gros dossier juridique bleu. 40% du capital. Avez-vous une idée de ce que représente 40% d'une entreprise avec 4 millions de dollars de revenus annuels pour un enfant chéri? Cela ressemble à une preuve absolue et indéniable de l'importance de chacun dans la lignée. Deline a en fait poussé un cri aigu et perçant qui m'a fait serrer la mâchoire si fort que mes dents ont eu mal. Méric a bombé le torse, s'est levé et a attiré notre père dans une accolade dramatique, pleine de tapes dans le dos. J'avais 30 ans. 3 semaines auparavant, j'avais enfin obtenu mon diplôme de licence en évaluation immobilière commerciale et en logistique. Il m'a fallu 5 années angoissantes de cours du soir, tout en occupant un emploi à temps plein épuisant, car j'avais payé chaque crédit moi-même. Pas un seul centime n'est venu de l'homme qui était en train de céder près de la moitié de son entreprise. Ma tante Béatrix, la sœur aînée de mon père, était la seule personne à sembler remarquer l'énorme éléphant suffocant dans la pièce. C'est une femme vive et pragmatique, qui méprise absolument les fictions familiales polies. Elle a posé son verre de vin avec un tintement lourd qui a résonné dans la pièce silencieuse, a regardé mon père directement à travers la table et a pris la parole. Et Gideon? N'a-t-il pas aussi obtenu son diplôme? Le silence qui a suivi était assez lourd pour écraser des os. Deline a levé les yeux au ciel et a bu une longue gorgée de son vin. Ma mère a poussé un rire nerveux et aigu, exactement le genre qu'elle utilise toujours pour balayer tout conflit inconfortable sous le tapis le plus proche. Thaddeus m'a regardé comme si j'étais un étranger au hasard, qui s'était accidentellement égaré dans sa fête privée exclusive. « Oh, c'est vrai ?» a-t-il dit, agitant vaguement la main dans ma direction, sans établir de véritable contact visuel. « Bon travail, Gideon. Quoi qu'il en soit, voyons le menu des desserts. Je pense que nous avons aussi besoin de gâteaux. Pour célébrer le nouveau vice-président. » C'était tout. Bon travail, Gideon. Quoi qu'il en soit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas fait de scène massive pour leur donner la satisfaction de me traiter de fou. Je suis resté assis là. Mes mains serraient ma fourchette en argent sous la table si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc pur et que mes paumes me faisaient mal. Sous la table, Lyra m'a attrapé le genou, son pouce frottant des cercles apaisants et désespérés contre ma jambe pour me maintenir ancré dans la réalité.
Je suis resté assis là pendant exactement 62 minutes. Je les ai regardés manger leur riche gâteau au chocolat coulant. J'ai souri quand on m'a parlé, ce qui était incroyablement rare. J'ai bu mon eau glacée. J'ai regardé mon père traiter mon frère comme l'avenir du monde entier. Je ne le savais pas alors, mais franchir ces lourdes portes en chêne était le tout premier pas pour réduire le royaume entier en cendres. Vous êtes-vous déjà senti comme un fantôme assis à la table de votre propre dîner de famille? Pour comprendre la cruauté absolue de ce dîner, il faut comprendre le musée de douleur dans lequel j'ai grandi. Cette dynamique familiale toxique n'a pas miraculeusement commencé au restaurant de steak. C'était le fruit d'une vie entière de conditionnement psychologique en gestation. J'étais l'enfant invisible classique, le bouc émissaire désigné de la famille, chaque fois que quelque chose tournait mal. Pendant ce temps, Méric était le fils en or qui ne pouvait absolument rien faire de mal, même quand il mettait activement le feu à la maison. Remontons le temps jusqu'à mes 18 ans. J'avais occupé 3 emplois à temps partiel épuisants tout au long de mon parcours au lycée. J'ai passé des hivers glacials du Midwest à charger de lourds camions de marchandises dans un entrepôt frigorifique local, de 23h à 4h du matin. J'allais à l'école épuisé, mes mains gercées et saignantes à cause des cartons gelés, économisant chaque dollar que je pouvais pour l'université. Mes grands-parents nous avaient aussi laissé, à tous les deux, un fonds fiduciaire pour l'université, lorsqu'ils sont décédés. Mais quand le moment est enfin venu pour moi de m'inscrire à l'université d'État, je me suis rendu à la succursale bancaire locale pour vérifier le solde et payer ma première facture de frais de scolarité. J'ai tendu ma pièce d'identité à la caissière et j'ai attendu. Elle a regardé son écran, a froncé les sourcils et a imprimé un reçu. J'ai regardé le bout de papier et j'ai découvert que le compte était complètement vide. Les 45 000 $ avaient tous disparu, entièrement effacés. Je suis retourné en voiture chez mes parents, mon cœur battant si fort dans ma gorge que je pouvais à peine respirer. Je m'attendais à une terrible erreur bancaire. J'ai confronté mon père dans son bureau à domicile. La pièce sentait le cigare coûteux et le cuir. Il n'y avait aucune erreur. Thaddeus n'a même pas levé les yeux des papiers sur son immense bureau en chêne. Il a continué à écrire avec son stylo plume coûteux, m'a regardé droit dans les yeux pendant une fraction de seconde, et a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. La famille doit soutenir la famille. Gideon, ton frère avait besoin de capital pour sa nouvelle start-up. Tu es intelligent. Tu peux simplement contracter des prêts étudiants. Tu t'en sortiras. Il a volé mon avenir pour financer les délires de grandeur de Méric. La brillante start-up de Méric était une application mobile de style de vie de luxe, qui a échoué en exactement 8 mois. Il a gaspillé tout mon avenir durement gagné en meubles de bureau modernes et élégants, en fêtes de lancement absurdes dans des boîtes de nuit du centre-ville, et en une voiture de luxe louée par l'entreprise. Il a accidenté cette voiture 3 semaines après l'avoir louée, car il textait en conduisant. Lorsque l'entreprise a complètement fait faillite, personne ne l'a blâmé. Pas une seule personne dans cette maison ne l'a tenu responsable d'avoir jeté 45 000 $ aux toilettes. Ma mère, Geneviève, était la facilitatrice ultime. Elle lui a tapoté le dos, lui a préparé son dîner de poulet rôti préféré, et a inondé la maison de positivité toxique. Il apprend juste à être un adulte. Gideon, m'a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de cette douceur écœurante. Tu dois être plus compréhensif. Il est sous beaucoup de pression pour réussir. Pendant ce temps, j'étais contraint de travailler de nuit, à transporter de la viande congelée, juste pour payer mon loyer et me permettre des crédits universitaires, un seul semestre à la fois. Je mangeais des nouilles instantanées dans un appartement glacial, tandis que mon frère dormait dans un lit chaud, complètement insouciant du fait qu'il m'avait volé sans scrupule. Ils ont volé mon argent pour lui acheter un terrain de jeu. Mais le pire absolu n'était pas le vol financier. C'était le fait qu'ils s'attendaient à ce que je l'accepte parfaitement. Ils s'attendaient à ce que je sourie et porte le fardeau, afin que l'enfant chéri n'ait pas à faire face à une seule conséquence dans sa vie. J'ai appris très tôt que dans ma famille, ma douleur était juste la monnaie acceptable utilisée pour acheter le bonheur de Méric. Mais combien de fois une personne peut-elle être volée avant de finalement décider de verrouiller complètement le coffre? Le favoritisme était une maladie silencieuse et insidieuse qui a infecté chaque partie de nos vies. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait du manque total de respect humain fondamental. Quelques années plus tard, je commençais à bâtir une petite réputation durement gagnée en tant que courtier immobilier commercial junior. J'avais faim. J'étais désespéré.
Et je travaillais d'arrache-pied. J'avais passé 6 mois angoissants à entretenir une relation professionnelle avec un client important, un homme autodidacte nommé Harrison, qui possédait une chaîne d'usines de fabrication très rentable dans toute la région. Harrison était de la vieille école, un homme qui valorisait la loyauté et le caractère plus que les présentations clinquantes. Je l'ai invité à un gala de bienfaisance locale où ma famille était également présente. C'était censé être une présentation décontractée et élégante, une occasion de montrer à mon plus gros client que je venais d'un milieu familial respectable et stable. C'était ma chance de enfin conclure un accord qui me verserait une commission suffisamment importante pour éponger toutes mes dettes étudiantes suffocantes. En un seul jour, Méric est arrivé à l'événement de bienfaisance complètement ivre. Pas seulement un peu éméché, mais agressivement, sauvagement, incontrôlablement ivre. Il bredouillait, la veste de son costume coûteux pendait de son épaule, portant un verre de whisky comme un trophée. Il a acculé Harrison près du bar ouvert. Avant que je puisse traverser la salle de bal bondée pour intervenir, Méric avait déjà commencé. Il a insulté le modèle commercial traditionnel de Harrison, s'est moqué de son accent régional de la classe ouvrière, et a commencé à se vanter bruyamment de son propre titre de gérant dans l'entreprise de notre père. Lorsqu'Harrison a poliment essayé de s'éloigner, Méric a trébuché en avant, a heurté violemment un serveur et a fini par renverser un plateau entier de coupes de champagne sur le costume sur mesure incroyablement cher de Harrison. Harrison n'a pas crié. Il m'a juste regardé avec une profonde déception, a essuyé le champagne collant de son revers, et est sorti par la porte d'entrée. Le lundi matin, l'assistant de Harrison avait définitivement bloqué mon numéro de téléphone. Il s'est complètement retiré de l'énorme affaire commerciale. 6 mois de mon sang, de ma sueur et de mon acharnement incessant, complètement détruits en moins de 5 minutes par l'arrogance ivre du fils en or. J'étais absolument dévasté. Je me suis rendu en voiture chez mes parents cette nuit-là, furieux, tremblant d'adrénaline pure et de rage, exigeant que Méric s'excuse personnellement auprès du client et prenne l'entière responsabilité d'avoir ruiné une étape majeure de ma carrière. Je suis entré dans le salon, prêt à en découdre enfin. Ma mère s'est physiquement interposée entre nous. Elle a même posé ses mains sur ma poitrine pour me repousser, protégeant son précieux fils d'une trentaine d'années d'affronter la réalité. « Arrête d'être si dramatique, Gideon », a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de cette condescendance familière et écœurante. Ton frère est sous beaucoup de stress au bureau. Il avait juste besoin de se défouler. Ne lui en veux pas pour un petit accident ridicule. Tu rends toujours les choses si difficiles pour tout le monde. Laisse tomber. C'était le récit. C'était toujours le récit inébranlable dans cette maison. J'étais celui qui était difficile. J'étais celui qui gardait rancune. Si Méric cassait quelque chose, c'était une erreur innocente. Si je me plaignais du verre brisé qui me coupait les pieds, je détruisais la fragile paix familiale. Avez-vous déjà dû ravaler votre fierté et vous excuser pour le comportement toxique de quelqu'un d'autre, juste pour maintenir la paix dans votre propre famille? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que ce sentiment d'avaler une injustice absolue change une personne pour toujours. Je me tenais dans ce salon, regardant ma mère défendre farouchement l'homme qui venait de détruire mes moyens de subsistance. Et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi. J'ai arrêté de discuter. J'ai arrêté de crier. J'ai appris à ravaler ma colère, à l'enfouir profondément dans mon ventre, jusqu'à ce qu'elle durcisse en une pierre froide, lourde et indestructible. Je suis devenu hyper indépendant, farouchement protecteur de ma propre vie, et absolument déterminé à bâtir mon propre succès massif sans la moindre aide de leur part. Les callosités émotionnelles se sont épaissies. Je suis devenu un loup solitaire, survivant entièrement grâce à ma propre logique et à ma pure volonté. Mais cette pierre de colère ne s'est jamais dissoute. Elle a juste attendu patiemment dans l'obscurité, lourde et froide. Que se passe-t-il quand le bouc émissaire cesse enfin d'encaisser les coups et décide de riposter? Le trajet en voiture depuis le restaurant de steak, après l'annonce des 40% du capital, fut d'un silence absolument terrifiant. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait pas de rage explosive, pas de cris au volant. Juste une clarté absolue et glaciale. Le genre de clarté profonde qui s'installe au plus profond de vos os, quand vous cessez enfin de vous mentir sur les personnes censées vous aimer. Les lumières de la rue clignotaient au-dessus, projetant de longues ombres pâles sur le tableau de bord sombre. Lyra était assise sur le siège passager, me regardant attentivement. Elle ne m'a pas poussé à parler.
Elle a juste laissé le silence pesant exister, m'offrant la seule chose que ma famille n'avait jamais faite, un espace pur et sans jugement. Lorsque j'ai finalement garé la voiture dans l'allée sombre de notre petit complexe d'appartements, elle n'est pas sortie immédiatement. Elle a détaché sa ceinture de sécurité, a tourné tout son corps vers moi dans la lumière tamisée, et m'a regardé avec des yeux féroces, en colère et profondément protecteurs. « Tu n'es pas fou, Gideon » a-t-elle dit. Sa voix était remarquablement stable, mais elle portait un poids énorme et lourd. Ce qui s'est passé ce soir-là était une humiliation absolue. La façon dont ton père t'a rejeté, la façon dont ils ont tous acquiescé et souri. Ce sont eux qui sont aveugles, pas toi. Tu t'es cassé le dos pendant 5 ans pour ce diplôme, et ils t'ont traité comme de la boue sur leurs chaussures coûteuses. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai senti un poids massif et suffocant enfin se lever de ma poitrine. Pour la première fois de mes 30 ans d'existence, je n'ai pas essayé de les défendre. Je n'ai pas dit, eh bien, Thaddeus est juste vieux jeu, ou encore, Merrick a vraiment besoin d'un regain de confiance. Je n'ai pas inventé d'excuses ridicules pour la complicité toxique de ma mère. J'ai juste regardé Lyra et j'ai hoché la tête. J'en ai fini, ai-je dit, et les mots avaient le goût de l'air frais et vif de l'hiver, entrant dans mes poumons pour la première fois. J'en ai complètement fini. Dès le lendemain, j'ai commencé le traitement par le silence. Ce n'était pas un geste calculé pour les punir au début. C'était une pure auto-préservation instinctive. J'ai arrêté d'appeler mon père. J'ai arrêté d'envoyer des SMS à mon frère. Quand ma mère envoyait ses SMS hebdomadaires superficiels, demandant si j'avais regardé le match de baseball local ou commentant le temps pluvieux, je les laissais en « lu ». Je n'ai pas bloqué leur numéro de téléphone, parce qu'une partie sombre et très curieuse de moi voulait voir exactement combien de temps il leur faudrait pour remarquer que j'étais réellement absent de leur vie. Les semaines se sont transformées en un mois entier. Un mois s'est lentement transformé en 3. Le silence de leur côté de l'arbre généalogique était absolument assourdissant. Personne n'a appelé pour demander comment se passait mon nouveau travail d'évaluateur. Personne n'a appelé pour demander si je voulais venir dîner le dimanche. Au lieu de cela, ils ont envoyé les singes volants. Mon téléphone s'est allumé un soir avec un barrage de messages textes agressifs de mon cousin aîné Cormick. Cormick était le plus grand fan de Merrick, un gars qui suivait mon frère comme un chiot perdu et désespéré, espérant toujours quelques miettes d'attention et un verre gratuit au bar. Il a laissé un message vocal venimeux m'accusant d'être un loser jaloux et amer qui ne pouvait pas supporter le succès massif de mon frère. Puis est venu un message de Deline, l'insupportable fiancée de Merrick. Elle m'a dit que j'agissais comme un enfant capricieux, faisant une crise pour un morceau de gâteau. Il pensait vraiment que je me cachais dans l'obscurité parce que mes sentiments fragiles étaient blessés de ne pas avoir obtenu un titre d'entreprise fantaisiste. Il pensait que j'étais assis à la maison, pleurant dans mon oreiller. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait réellement en coulisses. Je ne me retirais pas dans l'ombre pour panser mes plaies comme un chien battu. Je me retirais dans l'ombre pour construire une guillotine. Et la lame devenait incroyablement affûtée. Je me suis lancé dans mon travail d'évaluateur immobilier commercial avec une concentration froide, implacable et terrifiante. Je ne travaillais plus pour impressionner mon père. Je n'espérais plus obtenir une tape dans le dos d'un homme qui me considérait comme rien de plus qu'un personnage secondaire dans la grande pièce de Merrick. Je travaillais pour bâtir ma propre forteresse impénétrable, un haut mur de béton où il ne pourrait plus jamais m'atteindre. J'ai analysé les tendances du marché jusqu'à ce que mes yeux brûlent physiquement, j'ai établi d'énormes connexions dans l'industrie et j'ai travaillé des semaines de 80 heures sans me plaindre une seule fois. J'ai cessé de me faire petit dans les salles de réunion pour que les autres se sentent à l'aise. Je suis devenu agressif, d'une acuité redoutable et très efficace. Ma carrière a pris un tournant massif et incroyable lorsque j'ai croisé le chemin d'un homme nommé Orin. Orin était un milliardaire à la retraite dans la logistique et l'immobilier. Un homme qui avait bâti d'énormes empires de la chaîne d'approvisionnement à partir de zéro, dans les années 80. Il avait 68 ans, il était dur comme fer, portait des costumes italiens sur mesure et possédait un esprit comme une trappe d'acier. Il recherchait activement un jeune courtier et évaluateur commercial affamé pour l'aider à acquérir agressivement des propriétés industrielles sous-évaluées à travers l'État. Orin ne se souciait pas de mon pédigré. Il ne se souciait pas de mon nom de famille, ni de qui était mon père, ni du club de golf auquel ma famille appartenait. Il ne se souciait que des résultats. Notre première rencontre fut une épreuve du feu. Je suis entré dans son immense bureau de pentouze,
surplombant la ligne d'horizon du centre-ville. Il a jeté une carte de zonage municipal très complexe sur le lourd bureau en acajou et m'a dit de trouver la valeur cachée. Il m'a donné 15 minutes. Je l'ai fait en 10. J'ai signalé une servitude oubliée, une faille fiscale liée à une ancienne voie ferrée, et une dérogation de zonage qui permettrait une expansion massive. J'ai parlé vite, m'appuyant entièrement sur une logique froide et dure. Orin s'est adossé à son immense fauteuil en cuir, faisant tournoyer un verre d'eau pétillante, ses yeux vifs et calculateurs me lisant comme un livre. Il a vu la colère dans ma posture. Il a vu la faim absolue dans mes yeux. Il a vu un homme qui avait été poussé dans un coin et qui était prêt à abattre les murs. Tu travailles comme un homme qui n'a absolument rien à perdre. Gideon, a dit Orin, sa voix un grondement bas et rauque. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai rien à perdre, Orin. Mais j'ai un monde entier à prendre. À partir de ce jour, nous sommes devenus une force imparable. Orin a fourni l'énorme capital financier, en transférant les fonds sur un compte séquestre sécurisé, et j'ai fait tout le travail difficile, dénichant les meilleures affaires hors marché de la région. Nous nous sommes déplacés comme de véritables fantômes dans la nuit, rédigeant d'innombrables contrats légaux, transférant des fonds massifs via des comptes séquestres sécurisés, et obtenant des titres de propriété sans faire la moindre vague dans la communauté d'affaires locale. Ces mois furent les jours les plus intenses et remplis d'adrénaline de toute ma vie. Je dormais à peine plus de 3 heures par nuit. Je vivais de café noir froid, de plats à emporter, et du feu ardent et incandescent dans ma poitrine. Je bâtissais mon propre empire, brique après brique agonisante, loin de l'ombre toxique de ma famille. Je respirais enfin un air libre. Mais l'univers a une façon très étrange, profondément ironique, de vous tester. Juste au moment où vous pensez avoir complètement échappé à votre passé, il dépose un dossier juste sur votre bureau. Et ce dossier spécifique était sur le point de changer la trajectoire de toute ma lignée. Que faites-vous lorsque l'arme exacte dont vous avez besoin pour détruire vos agresseurs vous est remise sur un plateau d'argent? Un mardi matin pluvieux, j'étais assis dans le bureau du Pantouse d'Orin, scannant agressivement une énorme liste numérique de parcs industriels hors marché. Je cherchais notre prochaine grande acquisition, analysant les marges bénéficiaires et les rapports d'intégrité structurelle. C'est alors qu'une adresse spécifique a jailli de l'écran lumineux de l'ordinateur et m'a frappé en pleine mâchoire comme un lourd coup physique. Titan Park. C'était un vaste complexe industriel de 15 hectares, situé juste en bordure industrielle de la ville. Plus important encore, c'était l'emplacement exact de l'entrepôt de distribution centrale de l'entreprise d'équipement lourd de mon père. Je savais de manière absolue que l'entreprise de mon père dépendait entièrement de cet entrepôt spécifique. Leur énorme inventaire de machines industrielles lourdes ne pouvait pas être déplacé facilement, et le loyer incroyablement bas dont ils avaient bénéficié au cours de la dernière décennie était la seule chose qui maintenait en vie leur marge bénéficiaire en baisse. Je me suis arrêté, respirant pendant une bonne seconde. Le café dans ma tasse m'a soudainement semblé être de l'eau glacée. Je me suis penché plus près du moniteur et j'ai commencé à creuser plus profondément. Mes doigts ont volé sur le clavier, tandis que je consultais les registres financiers publics, les évaluations fiscales et les titres de propriété. Les propriétaires actuels de Titan Park étaient une société de portefeuille vieillissante, liquidant discrètement leurs actifs physiques. Ils vendaient l'ensemble du parc industriel sur le marché libre pour un montant fixe de 16,5 millions de dollars. Mais ce n'était pas le meilleur. J'ai utilisé mon accès privilégié à l'industrie pour consulter les dépôts de crédit commercial de l'entreprise de mon père. Les chiffres à l'écran m'ont glacé le sang, puis m'ont lentement fait esquisser un sourire que je n'ai même pas reconnu dans le reflet du moniteur. L'entreprise familiale était activement en train de sombrer. Malgré leur chiffre d'affaires brut d'apparence impressionnante, ils avaient 2,5 millions de dollars de dettes d'entreprise vieillissantes et à taux d'intérêt élevés. Ils perdaient de l'argent chaque mois. Et le coup de grâce absolu, le rebondissement massif qui m'a fait tourner la tête, les 40% du capital que mon père avait si fièrement, si arrogamment offert à Méric lors de ce dîner de famille, n'étaient essentiellement que du papier sans valeur. Les passifs l'emportaient lourdement sur les actifs. Pour payer le style de vie extrêmement coûteux de Méric, le salaire de son nouveau vice-président, et pour maintenir l'entreprise à flot, Thaddeus avait secrètement contracté une énorme deuxième hypothèque sur sa propre maison résidentielle, celle où ma mère vivait. L'entreprise familiale était un château de cartes délicat, entièrement bâti sur des mensonges, des fonds universitaires volés et un loyer bon marché. Si leur bail à Titan Park augmentait au taux du marché actuel, ils feraient défaut sur leurs prêts commerciaux dans les 3 mois.
Il serait entièrement en faillite. Orin m'a remarqué, fixant intensément l'écran. Ma posture était complètement rigide. Il s'est approché lentement, ses yeux vifs lisant les données financières par-dessus mon épaule. Il s'est appuyé lourdement contre le bureau en acajou. Tu ressembles à un loup affamé fixant un mouton très gras et très lent, a dit Orin doucement. Qu'est-ce qui est si spécial à propos de cette propriété, Gideon? J'ai tourné le moniteur de l'ordinateur vers lui, pointant fermement l'écran. La logistique est parfaite. L'accès à l'autoroute est excellent, et les locataires actuels paient au moins 30% en dessous de la valeur marchande actuelle. Le vendeur souhaite une transaction rapide et discrète en espèces pour éviter les taxes. Orin a levé un épais sourcil blanc, clairement intrigué. Et que vas-tu faire de cette information? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Un sourire lent, dangereux et absolument calme s'est étendu sur mon visage. Nous allons acheter tout cet endroit, Orin. Chaque centimètre carré. Si cette histoire vous parle et que vous appréciez de voir le château de cartes d'une famille toxique commencer à s'effondrer, veuillez envisager de soutenir la chaîne, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à... Et faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville ou de quel état vous regardez aujourd'hui. Chaque commentaire aide plus de gens à découvrir ces histoires où l'on tient tête aux tyrans familiaux. Merci de m'avoir accompagné. Passons maintenant à la phase d'exécution. Nous n'avons pas perdu une seule seconde. En une semaine après avoir découvert l'annonce pour Titan Park, Orin et moi avons formé une société écran complètement anonyme. Nous l'avons nommée Ironclad Holdings. Le processus juridique fut rigoureux, épuisant et entièrement exaltant. Orin a fourni l'énorme capital financier, en transférant les fonds sur un compte séquestre d'entreprise sécurisé, et j'ai fait absolument tout le gros du travail. J'ai négocié les détails brutaux et épuisants de l'acquisition de 16,5 millions de dollars. Nous avons rédigé d'innombrables contrats juridiques, naviguant à travers les lois fiscales municipales locales et les réglementations de transfert de propriété, pour nous assurer que mon nom restait légalement protégé, mais fermement établi en tant que directeur général. Ces semaines furent un tourbillon de café noir froid, de piles imposantes de documents juridiques imprimés, et de l'odeur piquante de l'encre d'imprimante fraîche. Lorsque le jour final est arrivé, je me suis assis dans le bureau d'Orin et j'ai pris mon lourd stylo en métal. J'ai signé mon nom complet sur l'acte de transfert final. D'un seul trait d'encre bleu foncé, je suis officiellement devenu le copropriétaire et le directeur général du terrain même sur lequel toute l'entreprise de ma famille était bâtie. J'étais leur propriétaire. L'ironie pure et indéniable de la situation était si incroyablement dense qu'on aurait pu la couper avec un couteau de boucher. Plus tard ce même après-midi, j'étais assis sur le canapé en cuir de mon appartement, examinant l'acte finalisé sur mon ordinateur portable. Lyra était à côté de moi, buvant du thé. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était une notification des réseaux sociaux. J'ai ouvert l'application et j'ai vu une toute nouvelle photo postée par Merrick. Il portait un costume de créateur sur mesure incroyablement voyant, appuyé nonchalamment contre le capot d'une toute nouvelle voiture de sport de luxe importée. La voiture était garée directement devant les quais de chargement massif de Titan Park. Il avait un sourire suffisant et arrogant plaqué sur son visage, tenant une tasse de café coûteux. La légende était complètement écœurante. Elle disait, avantage du vice-président. Le travail acharné paie quand on est le patron. Il a ajouté une foule de hashtags sur l'acharnement, l'héritage familial et le succès. J'ai fixé l'écran et j'ai en fait commencé à rire. C'était un rire sombre et creux qui a résonné dans le salon silencieux. Je connaissais son salaire d'entreprise exact. Je connaissais la dette paralysante de 2,5 millions de dollars de l'entreprise. Je savais que cette voiture de sport importée était un terrible bail à taux d'intérêt élevé, payé par une entreprise qui se vidait secrètement de son sang par 1000 petites coupures financières. Il jouait le rôle d'un homme d'affaires riche et très prospère sur Internet, tout en entraînant simultanément toute notre famille plus profondément dans la boue financière inéluctable. Moins de 5 minutes après que Merrick ait posté cette photo ridicule, un message texte est arrivé de ma mère, Geneviève. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Pourtant, elle m'a envoyé un message comme si rien ne s'était jamais passé. Le message disait « Salut, Gideon. J'espère que tu vas bien. Notre famille organise un dîner spécial ce dimanche. Merrick vient de conclure une petite commande de vente pour l'entreprise, et ton père achète du champagne coûteux pour un toast. Fais-nous savoir si tu veux qu'on te garde une assiette. » J'ai lu le texte 2 fois.
Un grand toast familial avec du champagne coûteux pour célébrer une petite commande de vente insignifiante. Pendant ce temps, j'étais assis sur mon canapé, tenant un document juridiquement contraignant qui signifiait que je pouvais techniquement ordonner la démolition de tout leur siège social demain si je le voulais. Ils vivaient dans un monde fantastique soigneusement construit, une délicate maison de verre, entièrement bâtie sur mes fonds universitaires volés et la deuxième hypothèque imprudente de mon père. Je n'ai pas répondu à son message. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table basse en bois, je me suis adossé au coussin et j'ai fermé les yeux. Qu'il garde sa voiture louée trop chère. Qu'il garde son titre de cadre fantaisiste et vide, et ses 40% du capital d'un navire qui coule rapidement. Que ma mère continue de vivre dans son illusion toxique et complaisante. J'avais le terrain. J'avais l'acte légal. Je possédais littéralement la terre sous leurs pieds. Le piège était parfaitement tendu. Les lourdes portes en acier étaient solidement verrouillées. Tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre l'expiration de leur bail commercial incroyablement sous-évalué. Le compte à rebours venait de commencer, et ils n'avaient absolument aucune idée que la bombe était déjà au sous-sol. Profite de ton fauteuil de vice-président, Méric, parce que je possède le sol sous tes pieds. 12 mois entiers s'étaient écoulés depuis le soir du dîner de remise des diplômes. Une année entière et ininterrompue de silence absolu de ma part. Pendant cette période incroyablement longue, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, quand j'étais assis dans ce restaurant de steak haut de gamme, serrant ma fourchette en argent. Ironclad Holdings avait grandi à un rythme terrifiant. Mais Titan Park est resté le joyau absolu de notre portefeuille immobilier. C'était notre actif physique le plus précieux, et c'était aussi mon arme la plus puissante et dévastatrice. Je savais, après avoir examiné minutieusement leurs documents d'audit interne, que Thaddeus et Méric étaient incroyablement confiants quant au renouvellement de leur bail. Ils avaient payé le même loyer, gravement sous-évalué, pendant une décennie entière. Le groupe de propriétaires précédent de la propriété avait été incroyablement paresseux et totalement désengagé, ne prenant jamais la peine d'ajuster les taux de loyer mensuels pour correspondre au marché immobilier industriel en plein essor dans notre ville. Mon père a supposé à tort que le nouveau groupe de gestion, quel qu'il soit, allait simplement approuver une autre prolongation de 10 ans sans regarder les chiffres de trop près. Il avait désespérément besoin de ce loyer bon marché pour survivre. Sans cela, toute leur fragile marge bénéficiaire s'évaporerait du jour au lendemain, les laissant noyer dans les dettes d'entreprise. Le premier lundi de septembre, exactement 60 jours avant l'expiration officielle de leur bail de 10 ans, je me suis assis à mon immense bureau en chêne dans le bureau du centre-ville. Je me suis versé une tasse de café noir, j'ai fait craquer mes phalanges, et j'ai rédigé un email formel et juridiquement contraignant au conseil d'administration de l'entreprise de mon père. Je n'ai utilisé mon nom personnel nulle part dans le document. L'email provenait directement du service juridique d'Ironclad Holdings, signé uniquement par le conseil d'administration. Le message était incroyablement simple, douloureusement clair, et entièrement dépourvu de toute émotion humaine. Il stipulait formellement que le nouveau groupe de gestion avait conclu une analyse de marché approfondie de la propriété de Titan Park. En raison de l'augmentation des taxes foncières, de l'inflation, et de la forte demande régionale d'espaces industriels, les conditions de bail actuelles ne seraient en aucun cas renouvelées. S'ils souhaitaient rester dans les locaux, ils devraient signer un tout nouvel accord avec une augmentation obligatoire de 40% de leur loyer mensuel. S'ils n'acceptaient pas les nouvelles conditions financières, ils avaient exactement 30 jours pour évacuer complètement l'installation de 15 hectares et retirer tout leur équipement industriel lourd du terrain. J'ai lu l'email 2 fois, m'assurant que chaque clause légale était entièrement étanche. Puis, j'ai cliqué sur Envoyer, je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique en cuir, et j'ai attendu l'explosion absolue. Cela n'a pas pris de temps du tout. En 2 courtes heures, mon téléphone a vibré avec une alerte de notre logiciel de gestion immobilière commerciale. L'entreprise de mon père avait envoyé 4 emails frénétiques et consécutifs, exigeant un appel téléphonique immédiat avec l'équipe de gestion du bâtiment. La pure panique dans leur écriture était palpable à travers l'écran. Méric avait même essayé d'abuser de son rang, envoyant un message incroyablement arrogant depuis son adresse email de vice-président. Il a exigé de parler directement au président d'Ironclad Holdings, affirmant qu'une augmentation de 40% du loyer du jour au lendemain était une extorsion légale, et menaçant agressivement d'impliquer leurs avocats d'entreprise. Ce n'était pas de l'extorsion, et ce n'était certainement pas illégal. C'était simplement la juste valeur marchande exacte de la propriété commerciale qu'ils avaient sous-payée pendant une décennie entière.
Déplacer leurs machines industrielles massives et incroyablement lourdes leur coûterait des centaines de milliers de dollars en frais de logistique, qu'ils n'avaient tout simplement pas en réserve de trésorerie. Sans parler de la perturbation catastrophique et fatale de toute leur chaîne d'approvisionnement, ce qui leur ferait perdre leurs plus gros clients commerciaux. Ils étaient complètement piégés. Les murs de béton se refermaient sur eux, et ils paniquaient comme des rats sur un navire qui coule rapidement. Ils ont envoyé d'autres emails tout au long de la semaine, leur ton passant des exigences arrogantes à une quasi-supplication pour une réunion en tête-à-tête afin de négocier un compromis. J'ai regardé les emails arriver avec un sentiment froid et détaché de satisfaction absolue. J'ai demandé à mon équipe juridique d'envoyer une seule réponse automatique à leurs supplications désespérées. Les conditions ne sont pas négociables. Une réunion finale pour soit signer le nouveau contrat de location, soit résilier formellement le bail de 10 ans, se tiendra vendredi à midi au siège social d'Ironclad Holdings. Veuillez apporter tous les signataires autorisés. Si vous ressentez de la satisfaction en ce moment et que vous aimez voir une famille toxique enfin faire face aux conséquences de ses actions, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et faites-moi savoir dans les commentaires de quelle ville, de quel état ou de quel pays vous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir des histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'être là. Le désespoir absolu et terrifiant pousse les gens à faire des choses frénétiques. Lorsque mon père a enfin réalisé que ses emails en colère et les menaces légales creuses de Merrick rebondissaient inoffensivement sur le solide mur de briques d'Ironclad Holdings, la sombre réalité de la situation s'est pleinement imposée. La pensée de perdre l'entrepôt de distribution centrale signifiait la mort immédiate et irréversible de son entreprise familiale bien-aimée. Cela signifiait la perte catastrophique de l'énorme deuxième hypothèque qu'il avait secrètement contractée sur sa maison résidentielle, et cela signifiait une ruine financière totale et inéluctable pour toute la lignée. Il ne pouvait pas résoudre cette crise avec un toast ou une part de gâteau au chocolat. Alors, il a fait appel à l'artillerie lourde. Il a engagé Yerick. Yerick était un avocat d'entreprise de 65 ans, absolument impitoyable, qui jouait au golf avec mon père depuis plus de 20 ans. C'était un homme qui portait des costumes sur mesure à rayures, buvait du scotch ridiculement cher, et facturait $800 de l'heure pour ses services juridiques spécialisés. Yerick avait une réputation légendaire en ville pour trouver les plus petites failles juridiques, afin de détruire complètement ses adversaires devant les tribunaux civils. Mon père s'est rendu au bureau de Yerick et l'a pratiquement supplié d'enquêter sur Ironclad Holdings. Il voulait que Yerick découvre exactement qui se cachait derrière cette entité corporative sans visage, pour déterrer toute saleté cachée ou violation réglementaire qu'il pourrait utiliser pour forcer une négociation favorable avant la date limite de vendredi. Ce que mon père n'a pas compris, et ce que Merrick était bien trop stupide pour réaliser, c'est qu'Ironclad Holdings n'était pas une start-up désordonnée et mal organisée, naviguant à l'aveuglette. C'était une forteresse de fer absolue, bâtie par un milliardaire vétéran, et méticuleusement gérée par moi. Il n'y avait aucune saleté à trouver. Il n'y avait pas de documents fiscaux manquants, pas de violation de zonage, et absolument aucune vulnérabilité juridique. Je savais exactement ce qu'il cherchait, car ma propre équipe juridique interne avait signalé les demandes externes desquelles étaient apparues dans le registre public. Je n'ai pas essayé de cacher mon identité. Je n'ai pas enfoui mon nom derrière des couches alambiquées de sociétés écrans mandataires. Les documents étaient entièrement légaux, entièrement publics si vous saviez exactement quel registre d'État rechercher, et parfaitement à l'épreuve des balles. Je voulais qu'ils le trouvent. Je voulais qu'ils sachent exactement dans quelle maison ils entraient un jeudi après-midi pluvieux. Juste 24 heures avant la réunion prévue, Yerick a téléphoné à mon père. Je ne connais les détails exacts, mot pour mot, de cette incroyable conversation que parce que Yerick lui-même me l'a raconté bien plus tard, autour d'un verre de scotch de 20 ans d'âge, lorsque nous nous sommes finalement croisés lors d'un gala de bienfaisance immobilier. Yerick était assis dans son bureau d'angle, regardant les documents d'entreprise fraîchement imprimés, éparpillés sur son bureau. Complètement stupéfait de silence, il a enlevé ses lunettes de lecture, a frotté ses yeux fatigués, et a décroché son téléphone de bureau pour composer le numéro de portable privé de mon père. Thaddeus, avait dit Yerick, sa voix tremblant légèrement avec un rare mélange de pur choc, d'incrédulité et de profonde admiration professionnelle. J'ai trouvé les documents de propriété d'Ironclad Holdings. J'ai toute la structure corporative sous les yeux, juste devant moi. Mon père avait demandé avec impatience de savoir qui étaient les requins corporatifs avides. Il avait commencé à s'emporter agressivement au téléphone,
expliquant qu'ils allaient poursuivre la société de gestion pour pratiques commerciales déloyales et négociations de mauvaise foi. Yérick l'a coupé net, son ton devenant incroyablement dur. Thaddeus, ferme ta bouche et écoute-moi très attentivement. Tu ne vas poursuivre personne. Tu n'as absolument aucun fondement juridique sur lequel te baser. As-tu la moindre idée contre qui tu es en guerre en ce moment? Mon père était complètement confus. De quoi parles-tu, Yérick? Qui dirige cette société holding? L'actionnaire majoritaire et le directeur général d'Ironclad Holdings est un homme nommé Gideon, a dit Yérick, ses mots tombant comme de lourds plombs à travers le récepteur du téléphone. Ton fils, Thaddeus, ton plus jeune fils, possède le terrain même sur lequel toute ton entreprise est bâtie. Il a acheté le terrain juste sous ton nez il y a des mois. Il y a eu un long silence suffocant à l'autre bout de la ligne. Yérick n'a pas retenu son jugement sévère. Thaddeus, a poursuivi Yérick, sa voix dégoulinante de réprimande professionnelle sévère. Tu as passé la dernière décennie à traiter ce garçon comme un chien errant, tout en versant tout ton argent dans les projets de vanité vide de Méric. Gideon ne t'a pas seulement battu sur le marché libre. Il t'a surpassé en intelligence, il t'a surpassé en travail. Et il détient maintenant le droit légal absolu de ruiner tout l'héritage de ta famille d'un seul coup de plume. Que Dieu ait pitié de toi demain à midi, car après avoir examiné ce dossier, je doute fort que ton fils te montre la moindre pitié. Yérick a raccroché le téléphone. Le jour suivant, les lourdes portes vitrées de la salle de conférence du 40e étage se sont ouvertes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont patiemment suivi mon histoire jusqu'à ce point. Si vous êtes toujours là, veuillez laisser un commentaire avec le mot « complet ». C'est un petit insigne d'honneur, montrant que vous êtes resté pour le vrai drame, et je likerai et répondrai personnellement à chaque commentaire qui inclut ce mot. Maintenant, terminons ce règlement de compte. Vendredi est arrivé. Midi a sonné. Le ciel, à travers les fenêtres allant du sol au plafond du gratte-ciel du centre-ville, était d'un bleu vif, clair et complètement impitoyable. Je me tenais à l'intérieur de l'immense salle de conférence vitrée du 40e étage, redressant lentement les poignées impeccables de mon costume de charbon sur mesure. La pièce sentait le cirage en cuir coûteux, l'ozone de la climatisation, et le pouvoir absolu. Orin était assis nonchalamment à l'extrémité de la longue table en acajou, sirotant un verre d'eau pétillante, un sourire profondément amusé jouant sur son visage buriné. Il n'avait pas besoin d'être là pour les négociations. Il était juste là pour regarder le grand spectacle se dérouler. À exactement 5 minutes après l'heure, la réceptionniste a fait sonner mon téléphone de bureau pour annoncer leur arrivée. Quelques secondes plus tard, les lourdes portes vitrées de la salle de conférence se sont ouvertes. Mon père, Thaddeus, est entré le premier. Il avait l'air entièrement différent du patriarche fier et tonitruant qui avait commandé un menu de dessert pour rejeter mon diplôme universitaire, il y a juste un an. Son visage était d'une pâleur maladive et terrifiante. Ses larges épaules étaient voûtées vers l'avant, et les lourdes poches sombres sous ses yeux lui donnaient l'air de n'avoir pas dormi une seule minute depuis l'appel téléphonique dévastateur de Yérick. Il ressemblait exactement à un homme brisé marchant vers le bloc du bourreau. Juste derrière lui se trouvait Méric. Méric portait l'un de ses costumes de créateur voyant, ses cheveux parfaitement lissés en arrière, portant une mallette en cuir incroyablement chère. Il essayait désespérément de projeter l'aura d'un dirigeant puissant et en contrôle. Il m'est apparu immédiatement et douloureusement clair que mon père n'avait pas dit la vérité à Méric sur qui il rencontrait aujourd'hui. Mon père était un lâche. Il n'avait probablement même pas pu se résoudre à prononcer les mots à voix haute devant son précieux enfant chéri, terrifié à l'idée de briser l'illusion qu'il avait bâtie. Méric est entré dans l'immense pièce, bombant le torse, prêt à crier sur un manager d'entreprise sans visage et à exiger le respect qu'il estimait lui être dû de droit. Il a regardé vers le bout de la longue table en bois. Il m'a vu, debout là. La réaction physique fut instantanée et violemment dramatique. Méric s'est arrêté net, ses coûteuses chaussures en cuir grinçant fortement contre le parquet poli. Toute la couleur a instantanément disparu de son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. Sa mâchoire est tombée. Le sang a reflué de sa tête si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir physiquement là, sur le tapis. Ses doigts sont devenus complètement mous, perdant toute leur force, et la lourde mallette en cuir lui a entièrement glissé des mains. Elle a heurté l'épais tapis tissé avec un bruit sourd et lourd qui a résonné fort dans la pièce silencieuse. Gideon, a murmuré Méric, sa voix se brisant comme celle d'un enfant terrifié se réveillant d'un terrible cauchemar. Que fais-tu ici?
Où est l'équipe de direction? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas montré la moindre once de la satisfaction ardente et incandescente qui inondait mes veines. Je l'ai juste regardé avec le professionnalisme froid et détaché d'un prédateur suprême observant sa proie piégée. Veuillez prendre place, messieurs, ai-je dit, ma voix douce et autoritaire, désignant les 2 chaises en cuir vides de l'autre côté de l'immense table. Nous avons beaucoup de détails immobiliers commerciaux à discuter, et mon temps est incroyablement précieux aujourd'hui. Mon père n'a pas dit un seul mot. Il s'est lentement approché de la chaise et s'y est effondré, comme une marionnette dont les ficelles venaient d'être violemment coupées. Il m'a regardé, les yeux grands ouverts, brillant d'un mélange pathétique de terreur absolue et de regret profond et écrasant. Il a vu le costume sur mesure que je portais. Il a vu ma posture confiante et inébranlable. Il a vu Orin, le légendaire milliardaire de la logistique, assis tranquillement dans mon coin, soutenant entièrement mon jeu. En ce seul instant figé, mon père a réalisé que le fils qu'il avait constamment rejeté, le fils qu'il avait jugé indigne d'un simple toast de remise de diplôme, était maintenant le maître absolu de son univers. J'ai regardé directement dans les yeux terrifiés et grands ouverts de mon frère, tandis qu'il s'enfonçait lentement dans la chaise à côté de mon père. Alors, j'ai demandé doucement, laissant les mots planer dans l'air glacial, « Comment va le vice-président aujourd'hui ?» Méric n'est pas un homme particulièrement intelligent, mais il est profondément arrogant. Lorsque le choc paralysant initial a commencé à s'estomper lentement, sa panique s'est rapidement transformée en une colère défensive et irrationnelle. Il s'est penché, a ramassé sa mallette en cuir du sol, avec des mains visiblement tremblantes, et l'a claquée sur la table en acajou. C'est une sorte de blague malade et tordue. Méric a claqué, sa voix forte et stridente, résonnant de manière odieuse sur les parois vitrées de la salle de conférence. Tu ne peux pas nous faire ça, Gideon. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas simplement acheter notre bâtiment par magie, augmenter notre loyer de 40% de nulle part, et menacer de nous jeter à la rue. C'est notre gagne-pain. Maman va être absolument malade quand elle entendra ce que tu fais à ton propre sang. Tu agis comme un psychopathe complet. Il faisait exactement ce qu'il avait toujours fait. Il jouait la carte familiale manipulatrice, s'attendant pleinement à ce que je cède sous la pression d'une culpabilité fabriquée. Il s'attendait à ce que je me retire dans l'ombre, que je m'excuse d'occuper de l'espace, et que je lui donne tout ce qu'il voulait sur un plateau d'argent. Mais je n'étais plus le même enfant brisé du restaurant de steak. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement ouvert le gros dossier juridique noir, posé sur la table devant moi. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur le bois lisse, jusqu'à ce qu'elle repose juste devant moi. C'était une copie imprimée de l'audit financier interne de leur entreprise. Des informations que j'avais obtenues légalement pendant le processus d'acquisition extensive de la propriété. Parlons de la famille, moi, ai-je dit, ma voix complètement plate et entièrement dépourvue de toute émotion. Parlons de votre brillante direction exécutive. Votre entreprise génère approximativement 4 millions de dollars de revenus bruts annuels. Cela semble impressionnant pour un profane. Cependant, selon ces documents audités, vous avez actuellement 2,5 millions de dollars de dettes d'entreprise vieillissantes et à taux d'intérêt élevés. Vous perdez de l'argent chaque trimestre. Méric s'est figé, ses yeux scannant frénétiquement les chiffres sur la page, réalisant que j'avais un accès complet et illimité à leurs secrets financiers les plus profonds. Mon père a fermé les yeux, posant lourdement sa tête sur sa main, l'air incroyablement vieux. J'ai continué à parler, enfonçant la lame plus profondément à chaque fait indéniable. De plus, ai-je continué, cette participation de 40% fantaisiste que Thaddeus vous a donnée lors de votre dîner de remise des diplômes, celle dont vous étiez si incroyablement fier, celle pour laquelle Deline a poussé un cri aigu, ce n'est que du papier sans valeur. Les passifs de l'entreprise l'emportaient lourdement sur ses actifs. Et savez-vous exactement pourquoi? Parce que Thaddeus a secrètement contracté une énorme deuxième hypothèque sur la maison résidentielle familiale, juste pour payer votre maîtrise et financer votre salaire de cadre gonflé. Si vous perdez cet entrepôt aujourd'hui, l'entreprise fera défaut sur les prêts commerciaux. La banque saisira l'entreprise, et maman et papa perdront leur maison dans les 90 jours. Vous êtes en faillite. Méric a jeté un coup d'œil à mon père, un regard de pure trahison et de choc absolu envahissant son visage. « Papa, est-ce vrai ?» a demandé Méric, sa voix tremblante, alors que la réalité de son succès fabriqué et faux volait en éclats en 1 million de morceaux. « As-tu hypothéqué la maison pour mes actions ?» Mon père ne lui a pas répondu. Il a juste fixé la table en acajou,
complètement brisé, incapable de défendre ses terribles et catastrophiques choix financiers. Tu étais assis à ce dîner, Méric, ai-je dit, me penchant légèrement en avant, posant mes avant-bras sur la table, et tu l'as laissé te donner 40% d'un navire en perdition, bâti sur de l'argent volé et une dette massive. Tu as acheté une voiture de sport de luxe en leasing pour te montrer sur Internet, tandis que ton entreprise se vidait de son sang par 1000 petites coupures. Et toi, Thaddeus, ai-je dit, mon regard froid et inébranlable se déplaçant vers mon père, tu as volé mes 45 000 $ de fonds universitaires pour financer sa première start-up ratée. Tu lui as acheté 40% du capital avec l'hypothèque sur ta propre maison. Et quand j'ai enfin obtenu mon diplôme, après 5 années brutales de travail de nuit et de paiement de mes propres frais, sans la moindre aide de ta part, tu as commandé un menu de dessert et tu as changé de sujet. Le silence dans la salle de conférence était absolu. On pouvait entendre le léger bourdonnement de la climatisation et le son de la respiration rapide et paniquée de Méric. « Eh bien, ai-je dit doucement, refermant le dossier noir avec un claquement sec et décisif. À ce dîner, vous avez commandé le dessert, mais aujourd'hui, je sers le plat principal. » Mon père a enfin retrouvé sa voix. C'était un son faible, pathétique et tremblant, complètement dépouillé de l'autorité arrogante et tonitruante qu'il avait exercée sur moi pendant mes 30 ans de vie. « Gideon, » a murmuré mon père, des larmes réelles montant enfin dans ses yeux fatigués et injectés de sang. « S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je t'ai déçu d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. J'étais aveugle et j'étais insensé. Mais s'il te plaît, je te le demande en tant que ton père. Ne nous détruis pas. Ne prends pas la maison de ta mère. Elle ne mérite pas de se retrouver à la rue à cause de mes erreurs. » Je me suis de nouveau assis dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé l'homme qui m'avait fait sentir invisible, sans valeur et petit pendant toute mon existence. L'enfant chéri était entièrement sans voix, et le patriarche pleurait. Les masques étaient enfin tombés. Une partie de moi, une très petite, sombre et profondément vindicative partie de mon âme, voulait les regarder droit dans les yeux et leur dire de faire leurs valises. Je voulais leur dire de retirer leur machine rouillée de mon bâtiment d'ici vendredi après-midi. Je voulais voir leur faux empire familial brûler en cendres absolues et saler la terre derrière eux. Mais je ne suis pas mon père, et je ne suis certainement pas mon frère. Je suis un homme d'affaires très rationnel, calculé et émotionnellement discipliné. Les mettre en faillite signifierait rester avec un entrepôt vide de 15 hectares pendant plusieurs mois, pendant que je chercherais un nouveau locataire industriel. Cela coûterait de l'argent et des pertes de revenus à Ironclad Holdings. C'était tout simplement une mauvaise affaire que de laisser de petites émotions dicter un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars. J'ai fouillé dans ma mallette, j'en ai sorti un deuxième document juridique, beaucoup plus épais, et je l'ai fait glisser sur la longue table vers mon père. « Je ne vais pas te ruiner aujourd'hui, Thaddeus, » ai-je dit calmement, utilisant délibérément son prénom pour rompre définitivement toute illusion restante d'une dynamique père-fils. « Mais je vais te traiter exactement comme tu m'as toujours traité, comme un parfait étranger, comme un passif. » Mon père a regardé le gros contrat juridique, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tourner la page de titre. « Ce sont les nouvelles conditions de bail, » ai-je expliqué, mon ton strictement professionnel et dépourvu de toute chaleur. « Je n'augmente pas votre loyer de 40%, comme je l'avais initialement menacé dans la vie. Je l'augmente d'exactement 15%. Cela porte votre paiement mensuel au niveau exact du marché régional pour les espaces industriels. Il n'y a absolument aucune réduction familiale. Il n'y a pas de période de grâce. Il n'y a pas d'appel pour demander une prolongation parce que les ventes ont été lentes ce trimestre. Votre loyer est dû intégralement le premier jour de chaque mois. Si le virement est en retard d'un seul jour, le contrat exige des procédures d'expulsion immédiate et indéniable. Vous renoncez à votre droit à une longue bataille juridique, et je vous promets que mon équipe juridique n'hésitera pas à verrouiller les immenses portes d'acier et à saisir tout votre inventaire. Méric a ouvert la bouche pour protester, son visage virant au rouge vif, se préparant probablement à se plaindre qu'une augmentation de 15% était encore trop élevée pour que leur budget incroyablement fragile puisse la supporter. J'ai levé un seul index, le faisant taire instantanément. « Tu n'as pas le droit de parler, Méric, » ai-je dit, ma voix devenant de la glace absolue, le figeant sur sa chaise. « Tu es un homme de paille complètement inutile, qui a mené cette entreprise au bord de l'effondrement total avec ton incompétence à couper le souffle. Tu signeras ce document en tant que garant financier. Tu retourneras à ton bureau et tu trouveras comment générer suffisamment de ventes réelles pour payer mon loyer,
ou tu te retrouveras au chômage à Noël avec une maison saisie. Nous comprenons-nous? Méric a dégluti difficilement, son visage rougi d'une humiliation profonde et agonisante. Il a regardé Orin, qui a juste levé un sourcil très amusé en retour. Méric m'a regardé à nouveau et a hoché la tête une fois, complètement vaincu. Mon père a fouillé dans sa poche de poitrine d'une main tremblante, a sorti son stylo en argent coûteux, et a signé son nom sur la ligne pointillée. Il n'a pas lu les conditions. Il a juste signé sa capitulation complète et totale. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait entièrement et définitivement changé. Je n'étais plus l'enfant désespéré, mendiant une miette de leur approbation. J'étais le propriétaire. J'étais le créancier suprême. J'étais l'homme qui détenait les clés de leur survie. Cela fait exactement un mois depuis cette réunion intense dans la salle de conférence vitrée. Le premier chèque de loyer est arrivé sur mon compte d'entreprise via virement bancaire, 3 jours à l'avance. J'imagine que Méric sue à grosses gouttes dans ses coûteux costumes de créateur, chaque jour au bureau, essayant désespérément de maintenir l'entreprise à flot et de réduire les coûts pour respecter mes délais financiers stricts. Il doit enfin faire un vrai travail pour la première fois de sa vie. Hier après-midi, mon téléphone portable a sonné. C'était Thaddeus. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de finalement appuyer sur répondre. Il voulait savoir pourquoi j'étais si froid, demandant si nous pouvions aller en thérapie et réparer notre relation. Je lui ai dit que j'en avais complètement fini de jeter mon énergie dans un puits vide. Je lui ai dit que nous n'étions plus que des partenaires commerciaux maintenant, et j'ai raccroché le téléphone. Ma tante Béatrix m'a appelé plus tard, disant qu'elle était fière de mon sens des affaires, mais m'a averti que traiter les membres de ma propre famille comme des partenaires commerciaux dénués d'émotion pourrait être quelque chose que je regretterais. Elle a dit que j'aurais dû leur accorder un tarif moins cher au nom de la paix familiale. Je suis en profond désaccord. Une paix qui exige que je sois une victime constante n'est pas une paix du tout. Mais cela m'amène à ma question finale pour vous tous qui regardez. Ma tante pense que j'aurais dû leur offrir un loyer moins cher parce que nous partageons la même lignée sanguine, malgré la façon horrible dont ils m'ont traité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que traiter ma famille toxique comme de purs partenaires commerciaux dénués d'émotions fait de moi une personne horrible? Ou est-ce la justice poétique exacte qu'ils méritent? Veuillez partager vos propres expériences de favoritisme familial dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous pensez que j'ai fait ce qu'il fallait, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à pour plus d'histoires de personnes qui tiennent tête aux familles toxiques. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous toujours de connaître votre